L'extrait de reportage que vous allez regarder date d'il y a un peu plus d'un an. Il raconte ces histoires d'infirmiers africains exerçant en Afrique francophone, recrutés pour continuer d'exercer leur profession au Québec, au Canada. Il est passé du Cameroun à Joliette en 2023 et c'est en gériatrie qu'il a fait sa place. Tout est correct. Ok, je reviendrai plus tard. Après un stage de 9 mois, il travaille depuis avril comme infirmier. Passer de l'Afrique au Québec n'est pas simple. Une grosse adaptation parce que les priorités sont un peu différentes. Ici, on met plus l'accent sur ce que le patient ressent, son confort. Est-ce qu'il est confortable? C'est un peu différent chez nous parce qu'il y a plusieurs problématiques et on se limite sur l'essentiel. À Joliette, 36 infirmières et infirmiers africains ont été recrutés depuis 2 ans. Uniquement en gériatrie, on souhaite en garder au moins 5. Je roulais avec des postes dépourvus de personnel et j'en ai recruté 5 qui vont combler des postes une fois qu'ils auront leur permis, là, bien sûr, mais le poste les attend. Il est désormais temps pour le Québec de rétro-pédaler face aux pressions internationales, notamment de l'OMS. Plus question de recruter officiellement des infirmiers, notamment au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Maroc, en raison des pénuries provoquées et de la non-autorisation des pays concernés. Alors Fabrice, vu de France, ce débat semble un peu surréaliste. Le Canada admet que l'immigration venue d'Afrique est une chance, au point où il faut lui tirer les oreilles pour qu'il se calme. On est loin des propos agressifs du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau en France, alors même que la France recrute des médecins à l'étranger, notamment en Afrique, mais plus discrètement, plus hypocritement. Oui, la situation en France est assez paradoxale parce qu'on a un discours quasiment d'État, parce que tu le disais, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, porte la voix de l'extrême droite française, en fait. Il porte la voix d'un repli identitaire assez manifeste qui ne se cache plus de vouloir limiter le plus possible l'arrivée d'étrangers sur le territoire français, alors qu'en parallèle, en fait, les hôpitaux ont besoin de praticiens français et l'ancien ministre de la Santé le disait d'ailleurs il y a 3 mois à peu près, Frédéric Valletoux, qui disait que les praticiens étrangers sont amenés le nombre de praticiens étrangers est amené à augmenter sur la période 2024-2025. On les recrute désormais sur Internet, sur LinkedIn. Si vous êtes dans un pays d'Afrique subsaharienne, vous mettez votre CV, oui. On vous appelle et puis pouf, vous allez, mais on fait semblant. Parce qu'il y a des besoins criants de médecins, de praticiens, d'infirmiers, d'infirmières dans les campagnes, dans les zones un peu plus reculées et même dans les grandes villes. On l'a vu que pendant le Covid, les hôpitaux français étaient quasiment tenus debout par des praticiens étrangers. Et finalement, on se retrouve dans une espèce d'entre-deux où on veut à la fois montrer une espèce de radicalité qui va jusqu'à être identitaire. Parce que moi, c'est ce qui me marque le plus, c'est que le Canada a besoin de limiter, le dit qu'il a besoin de limiter le nombre d'arrivées, pas pour des questions purement identitaire, parce qu'il contribue à la fuite des cerveaux et donc à léser ces pays d'origine d'une matière grise qui serait utile. Je ne suis pas sûr qu'ils aient énormément de remords, je pense qu'ils ont un peu honte parce que ça se voit. Mais alors, moi, ce qui me frappe, c'est quand même qu'on est moins sur un plan aussi identitaire que la France. Les questions, par exemple, les questions, par exemple, autour du grand remplacement sont assez marginales au Canada. Le grand remplacement, c'est déjà fait. Ils ont remplacé les Indiens. On compare des choses incomparables. Je termine juste. Le Canada est quand même un pays assez multiculturel, assez ouvert. C'est un petit pays paradoxalement très grand, c'est le 2e plus grand pays au monde, mais en fait qui ne compte que 40 millions d'habitants, très concentré, et pourtant c'est un modèle d'intégration. Moi, je vous invite par exemple à aller voir, il y a un excellent écrivain canadien qui s'appelle Alain Roy et qui démonte justement la théorie du grand remplacement. Il a écrit un livre qui s'appelle Les déclinistes, excellent livre, où il montre qu'en fait, on assiste à des fantasmes absolument irrationnels qui n'existent pas pour le coup dans la société canadienne. Alors, on n'est pas là pour faire la pub du Canada, on va en parler plus profondément. Hamzat, alors un chiffre illustre le caractère tragique de ce rapport de force entre pays à l'heure de la mondialisation de la main-d'œuvre. Il y a 1,9 infirmiers pour 10 000 habitants au Cameroun, contre 100 au Québec. Et quand même,
on va se servir au Cameroun? Oui, je pense que c'est le résultat d'une asymétrie structurelle entre les pays du Nord et les pays du Sud. Oui, c'est également la question du développement des infrastructures dans nos États. Depuis les indépendances, rares sont les pays qui ont construit des hôpitaux en nombre, des maternités en nombre, des écoles en nombre. Donc, au final, on a le résultat auquel on doit s'attendre. Si vous avez des jeunes Africains qui se forment dans des domaines pour lesquels les États ne produisent pas les infrastructures qui leur permettent d'exercer sur place, ou ne mettent pas en place les moyens qui leur permettent de se réaliser, ces jeunes-là vont se faire recruter très facilement à l'étranger, d'autant plus que souvent les formations, les post-formations se font également à l'étranger et sont assorties de régularisation, d'offres d'emploi, de facilités pour les installer. Donc il y a effectivement une fuite des cerveaux, une fuite des compétences qui est réelle, qui est liée aussi au fait que les États du Nord s'appuient sur des modèles sociaux, des systèmes sociaux qui ont besoin effectivement d'une consommation importante de main-d'œuvre immigrée, souvent exploitée également, il faut le dire, parce que la situation des médecins originaires d'Afrique n'est pas souvent la même que celle des médecins originaires d'ici. Moi, j'ai pas mal de camarades, par exemple, qui partent exercer en Guyane, des Camerounais, des Tchadiens, etc., ou à Mayotte. Donc là aussi, il faut voir aussi comment ce système-là ségrègue ces travailleurs, ces infirmiers, ces soignants qu'il fait venir de l'extérieur, en sachant que le modèle d'ajustement de la France a été d'abord les dom-tom, donc la Martinique, la Guadeloupe. On a fait venir, dans les années 60 par le Bimidom, des centaines de milliers de Martiniquais et de Guadeloupéens qui ont travaillé dans les hôpitaux, dans la poste, dans tout ce qui relève du service public. Donc du coup, ce sont également, je pense, ces modèles structurels. Donc, en fait, un approfondissement de cette méthode. C'est un approfondissement et un élargissement du fossé. C'est un élargissement du fossé dans les néocolonies. C'est un élargissement du fossé entre le Nord et le Sud sur ces questions sanitaires. Et je pense que c'est important de le souligner. C'est aussi important qu'au niveau des États africains, des sociétés africaines, on repense la question de la santé, de l'économie de la santé. Et sur la santé, en France, on a le numerus clausus qui est problématique et décrié par beaucoup depuis des décennies. Le numerus clausus, c'est en fait, c'est-à-dire on limite le nombre de médecins français formés. Et à l'époque où nous étions jeunes, on disait déjà qu'il y aurait une pénurie, mais on a quand même limité. Et on se demande si c'est parce qu'ils ne pensaient déjà pas qu'il y avait une armée de réserve, entre guillemets, parce que là, dans les anciennes colonies. D'ailleurs, l'actuel président français s'était engagé lui-même, venant d'une famille on va dire de grands pontes de la médecine, à revoir ça, et il n'a pas réussi plus que ses prédécesseurs. Et là, il y a vraiment un blocage structurant en France sur cette question du numerus clausus. Et donc ça, c'est structurant. On appauvrit notre stock, on va dire, de soignants, de médecins, et parallèlement, on dépouille, on peut dire comme ça, effectivement, les États africains qui, eux, en auraient bien besoin. Donc, on est dans un... Et comme il faut vraiment le marteler, comme l'a dit Hamzat, c'est que ces États, depuis les indépendances, en tous les cas pour la zone francophone, j'insiste, n'ayant pas suffisamment structuré leur propre pays, leur propre État en matière d'école, de santé, etc., effectivement, ne produisent pas de médecins, mais en même temps, ils n'ont pas d'hôpitaux. Donc, et les médecins qui sont formés, du coup, vont autre part. Pour finir là-dessus, ils n'ont peut-être pas d'hôpitaux, mais c'est surtout que le salaire d'un anesthésiste en France et d'un anesthésiste au Cameroun, c'est peut-être de 1 à 100. En Côte d'Ivoire, il y a plus de 3000 docteurs qui sont inemployés. De gens qui ont fait tout leur parcours académique universitaire, qui sont arrivés au bout, qui sont docteurs d'État et qui pour autant ne trouvent pas d'emploi, ni à l'académie, ni dans aucune... Ces docteurs, l'année dernière, ont d'ailleurs fait... parce que la situation est tellement incroyable, une manifestation publique, ils ont été réprimés, ils ont été, alors des petites, mais ils ont quand même été arrêtés, et ça a fait un scandale. Donc voilà où on en est, et ça c'est la Côte d'Ivoire de 2024. Alors Salomé, on est face à une sorte de double réalité paradoxale.
À titre individuel, les travailleurs et travailleuses d'Afrique ont intérêt à s'expatrier. Leurs familles ont intérêt à ce qu'ils s'expatrient. Le fait d'avoir 1 ou 2 enfants en Europe ou en Amérique, ça augmente quasiment l'espérance de vie, enfin pas quasiment, certainement l'espérance de vie des parents reste au pays. Mais il s'agit en même temps de calamités pour leur pays. Comment on peut articuler ça? Comment on peut penser ce paradoxe? Alors, non, mais en fait, là, tel que la question est posée, c'est un peu comme s'ils avaient le choix. Enfin, le choix n'existe pas. Je veux dire par là que quand dans nos pays, ça vient d'être dit, quand dans nos pays, on voit des gens qui ont 7 à 8 années de formation, de spécialisation et qui chôment, c'est absolument invraisemblable. Alors que les besoins sont criants sur l'ensemble du territoire. Au Cameroun, c'est 6 000 personnes de gens formés, bien évidemment, qui ont immigré au Canada en 4 mois. Entre janvier et avril. Une saignée. Voilà, c'est une véritable saignée. C'est une véritable saignée. Vous allez au Cameroun, aujourd'hui, tout le monde, je parle là des gens qui ont effectivement un niveau supérieur, effectivement, leur permettant de postuler à l'immigration. Tout le monde espère partir. Mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Espère et part, parce que... espère et part. Dans nos familles, il y a de plus en plus de colonies au Québec. Parce qu'une fois qu'ils ont atteint leur quota aussi de personnel émigré dans tel ou tel domaine, ils stoppent. Donc, il y en a qui, malheureusement, ne partent pas pour eux. Ils partent pas au Canada, mais ils partent aussi des fois en Afrique, quelque part en Afrique. Ils partent... Bien sûr. Non, ce sont de véritables saignées, effectivement, qui sont organisées. La solution, elle est politique. Enfin, j'ai envie de dire, moi, je vois pas très bien, c'est la quadrature du cercle, comment on va s'en sortir si politiquement, ça ne change pas dans nos pays. S'il n'y a pas, à un moment donné, effectivement des dirigeants politiques qui ont la volonté de construire véritablement les pays, de véritablement les construire. Et je ne compte pas sur la bourgeoisie. Si la bourgeoisie nationale existait et pouvait, produire les effets qu'elle a pu produire dans les pays occidentaux, ça se saurait, ça se verrait. Malheureusement, on a une bourgeoisie compradorisée complètement et qui est inféodée. Alors, même s'il y a un petit pourcentage, un faible pourcentage de bourgeois qu'on pourrait considérer comme étant des bourgeois nationaux, qui ont une petite conscience politique, qui sont un peu souverainistes, etc., c'est totalement minoritaire au regard de ce que représente la bourgeoisie dans nos pays. Et elle existe, effectivement, elle existe, mais elle est inféodée au capital étranger. Et donc, elle ne pèse pas pour renverser la vapeur et impulser un véritable développement dans nos pays. Par conséquent, moi, je pense qu'il faut effectivement une véritable rupture avec le néocolonialisme, c'est-à-dire prendre des mesures très énergiques, très volontaristes, qui vont dans le sens déjà du contrôle de nos richesses. On a un potentiel, on est assis sur une mine d'or au sens littéral du terme, et on n'en fait rien, et c'est d'autres qui en profitent. Enfin, donc je pense que oui, on n'en fait pas, c'est pas nous qui en faisons, c'est pas nous. Fabrice. Non, je voulais juste finir en disant que moi je pense que le problème il est éminemment politique. Tant qu'on ne se posera pas le problème en ces termes-là, on va essayer de mettre un sparadrap sur une jambe de bois. Parce qu'on n'aura pas les moyens de renverser la vapeur et de reprendre notre destin en main et de construire des pays à la mesure de ce qu'il faut pour répondre aux besoins de la population, pour répondre à la formation, à la formation de nos citoyens, etc. Par rapport aux pays occidentaux, je voulais aussi dire que en fait, toute cette émigration, là je parle peut-être un peu plus pour la France et certainement pas mal de pays de l'Union européenne, en fait ça constitue une espèce de sous-prolétariat. Parce que finalement... Même quand il n'a pas plus 10. Absolument. Tout à l'heure, quelqu'un citait ce qui se passe dans les hôpitaux. Effectivement, l'essentiel des services d'urgence en France sont tenus par des médecins étrangers. L'essentiel.
Or, on sait très bien qu'ils sont totalement discriminés en termes salarial, en termes de conditions de travail, etc. Et donc, ça continue malheureusement. Discriminés pendant un certain temps, après 10 ans peut-être de mais souffrance. non, discriminés durablement, vraiment. Il y a des études là-dessus, c'est vraiment scandaleux ce qui se passe. Et bon, malheureusement, voilà, ça continue. Donc on se rend compte que quand même, il y a une espèce de sous-prolétarisation, évidemment, de l'ensemble de nos populations qui ont un niveau de formation et de qualification faible, mais y compris au niveau de professions plus qualifiées, etc. Et que c'est entretenu. Fabrice. Je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit et j'aimerais rajouter que, vu d'Afrique, il faut donc évidemment questionner les problèmes endogènes, les facteurs endogènes à cette émigration. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Oui, parce que ça n'a pas été toujours comme ça. Au lendemain des indépendances, on a connu quand même une période assez faste où tous les diplômés, alors c'est compréhensible parce qu'on était au début d'une certaine organisation de la société où tous les diplômés, quelles que soient les filières, quelles que soient les formations, arrivaient à trouver un emploi après leur formation. Les dissidents qui restent en Europe. Oui, les alors épécistes comme Augustin. Ils étaient relativement rares parce que l'ambition des gens était quand même d'aller se former pour repartir travailler pour la nation. Après, c'était les 30 glorieuses. Après la guerre, et on a connu 30 glorieuses. Exactement. On n'est plus dans cette période économique. Et on est arrivé dans les années 90 où il y a eu la crise économique, il y a eu la dévaluation du franc CFA qui ont poussé les Africains, les jeunes, la jeunesse à chercher des opportunités ailleurs. Derrière tout cela, et la migration est devenue quasiment un mode de vie. C'est-à-dire que dans une famille, ce sont ceux qui sont partis qui sont les référents. Autant je suis d'accord qu'il y a une volonté de la part de l'Occident de s'accaparer toute cette matière grise, autant il ne faut pas totalement infantiliser les gens. Les gens prennent leurs décisions parce qu'ils sont confrontés à une crise dévastatrice. Moi, personnellement, j'ai fait une partie de mes études en Afrique, au Cameroun, et en fait, il manque juste l'espoir. L'espoir a disparu de la part de la jeunesse africaine, de la part de la jeunesse camerounaise en particulier, que je connais bien. Et quand on est jeune et qu'on se forme et qu'on a l'ambition d'arriver à une certaine position sociale, on est très vite désabusé. Et quelle est l'alternative? C'est que politiquement, on ne voit aucun espoir, aucune porte s'ouvrir sur un avenir meilleur. On ne laisse pas d'alternative à cette jeunesse. Donc les mieux formés, et même quand ils ont des possibilités, même des gens parfois qui sont plutôt bien payés, qui sont plutôt assis, qui ont des responsabilités. Même des cadres de multinationales s'en vont, au Canada en particulier. Ont envie d'avoir de meilleures conditions de vie. Fois, On veut de meilleures conditions de vie, veulent de meilleures conditions de travail, les infrastructures. Il y a et la sécurité à long terme aussi. Toute une émulation de mettre un cadre meilleur pour leur famille. Et parfois, il faut être compréhensif de ça, tout en questionnant aussi des enjeux un peu plus larges, comme le désir des pays occidentaux de piller cette richesse. Alors, un pays a décidé d'organiser la mobilité internationale de ces jeunes travailleurs, c'est le Kenya. Il a fait le choix de signer des accords avec des pays d'émigration. C'est ce que nous a raconté Noémie Chalon, journaliste, correspondant en Afrique de l'Est pour Africa Intelligence. Depuis 2022 et son arrivée au pouvoir, le président kényan William Ruto a vraiment essayé de mettre le cap sur ce qu'il appelle lui-même l'exportation du travail, de la main-d'œuvre. Et il a vraiment fait une priorité assez importante pour essayer d'envoyer à peu près 250 000 jeunes Kenyans à l'étranger chaque année. Donc ça va être vers des pays qui ont signé des accords avec le Kenya. À chaque fois que le président kényan se déplace à l'étranger, il essaie de négocier avec ses homologues ce type de contrat. Donc, on a par exemple l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Qatar, au moins 5 ou 6 pays qui ont tous signé ce type de convention avec le Kenya. Et donc le gouvernement essaie d'accompagner ce mouvement du mieux qu'il peut, parce que c'est déjà un phénomène qui existait avant. Avant même l'arrivée de William Ruto au pouvoir, des centaines et des milliers de Kenyans allaient chaque année d'eux-mêmes spontanément vers les pays du Golfe. Mais là, le président essaie d'accélérer ce mouvement. Donc, il a fait passer une loi qui, il me semble, vient tout juste d'entrer en vigueur ou va tout bientôt entrer en vigueur,
qui permet de réguler tout ce marché-là en essayant de certifier plusieurs agences privées qui s'occupent d'envoyer ces jeunes Kenyans-là à l'étranger. Ils visent différentes catégories de la population, donc principalement des jeunes, mais qui peuvent être plus ou moins qualifiés, entre guillemets. Ça va être des fois des travaux assez manuels ou basiques d'aide de maison. Le gouvernement a d'ailleurs annoncé qu'il voulait former aussi mieux les Kenyans aux tâches ménagères. Ils ont même créé une espèce de maison prototype. Je me rappelle plus si c'est à Mombasa ou à Nairobi, mais dans laquelle les jeunes Kenyans et surtout Kenyanes, parce que c'est un métier souvent très très réservé aux femmes, doivent apprendre à faire la cuisine, le ménage et autres tâches ménagères. Mais on a aussi des Kenyans qui sont plus qualifiés, qui peuvent être infirmiers, médecins, ou alors des fois on a aussi des chauffeurs de bus, différentes professions qui sont aussi encouragés à quitter le Kenya. Et c'est vrai que c'est un terme qui peut, c'est une situation qui peut rappeler finalement, oui, le brain drain, la fuite des cerveaux, parce que beaucoup de travailleurs qualifiés vont partir. Et l'un des objectifs principaux, qui est assumé, hein, que le gouvernement n'essaie même pas de cacher, c'est que cette future diaspora renvoie ensuite au pays des dollars ou des devises étrangères en tout cas. Le Kenya rencontre fréquemment une pénurie de devises. Et donc, c'est l'objectif déjà de pouvoir garantir un certain revenu au pays de cette manière. Ensuite, c'est aussi un certain aveu d'échec des différentes administrations kenyanes de pouvoir fournir à de très nombreux jeunes diplômés kenyans le travail auquel ils aspirent. L'ancien vice-président qui s'est fait limoger il n'y a pas très longtemps avait eu une déclaration assez fracassante à l'occasion d'une cérémonie de remise de diplôme où il disait quelque chose comme « il n'y a pas de travail ici pour vous », en sous-entendant « il n'y a pas de travail pour vous dans le gouvernement », mais la phrase avait été interprétée de manière plus générale par les jeunes qui se disaient, bon, ils nous mettent dehors car finalement l'économie ne permet pas vraiment de le faire. Donc c'est aussi une manière de faire baisser la pression sur le marché de l'emploi parce que voilà, le Kenya a beaucoup investi dans l'éducation depuis une grosse vingtaine d'années, mais qu'aujourd'hui, tous ces jeunes diplômés ont du mal à trouver le travail qu'ils aimeraient avoir. Cette situation-là, mécaniquement, elle va créer des pénuries dans certains secteurs où déjà la situation est assez tendue. Je pense notamment au secteur médical. On l'avait déjà aperçu pendant le Covid. Il y avait eu un certain manque de personnel médical. Pas que de personnel, évidemment. Il y avait aussi des manques criants de matériel, d'infrastructures. Mais certains Kenyans s'indignent de voir des infirmiers, infirmières et médecins poussés vers la sortie, alors qu'aujourd'hui, se soigner dans le pays reste difficile et un privilège si on veut une qualité de soins optimale. Donc on a déjà ce problème-là. De notre perspective, on peut se rappeler aussi des manifestations de juin-juillet qui avaient été largement menées par la jeunesse et beaucoup de jeunes aussi estiment que c'est une manière pour le gouvernement d'éloigner une jeunesse qui peut être assez active et plutôt dans le rejet de l'administration actuelle. Alors, est-ce que la solution, Hamza, ne serait pas pour l'Afrique de se servir de son avantage démographique, une Afrique jeune dans un monde de plus en plus vieux, l'Europe est vieille, l'Asie est vieille, l'Amérique pas très vieille, mais presque, et de former massivement sa jeunesse en sachant qu'elle doit pourvoir à ses besoins internes et pouvoir aux besoins des pays vieillissants, parce que c'est la loi démographique qui est plus forte que tout en jouant du rapport de force aussi. C'est-à-dire, on a vu Cuba pendant le Covid, qui a dit, bon, écoutez, je vous envoie les médecins, et là, en fait, Cuba est devenu quasiment une grande puissance sanitaire. Est-ce qu'on ne peut pas se dire, de toute façon, il y aura à la saignée, parce que la jeunesse se trouve en Afrique, donc il faut juste investir 10 fois, 15 fois, 20 fois plus dans l'éducation. Alors, la traite transatlantique a déjà construit l'Occident. Si les États-Unis sont la première puissance économique du monde, c'est parce que nos ancêtres ont été déportés et ont travaillé gratuitement pour construire ce pays-là. Donc cette richesse-là, c'est la nôtre. L'argent qui sort de l'Afrique est plus important que l'argent qui rentre en Afrique. Aujourd'hui. Donc aujourd'hui, déjà, l'Afrique construit le monde. Elle le construit physiquement, culturellement, économiquement, matériellement, contre son gré. Elle construit le monde contre son gré. Et donc il est temps que ce que l'Afrique a donné revienne à l'Afrique. Et donc, il me semble que la priorité, c'est de regarder quels sont les grands chantiers que nous avons au niveau continental, des grands chantiers qui nécessitent un panafricanisme, c'est-à-dire une vision globale du continent africain, une refonte des politiques de ressources humaines au niveau du continent africain, un œil sur la manière dont les multinationales fonctionnent,
et une capacité pour les États à se lancer dans des politiques de grands travaux, dans des politiques qui créent de l'emploi, dans des politiques qui font de la redistribution, dans des politiques qui nécessitent que toute cette jeunesse, cette main-d'œuvre puisse être mise à contribution pour construire nos États et pour construire l'unité entre nos États. Donc il faut décloisonner le marché du travail continental parce qu'il y a du travail en Afrique. Mais souvent ce travail-là, c'est de l'extérieur de l'Afrique qu'on apprend qu'il existe. Et donc il y a beaucoup de gens aussi non africains qui partent en Afrique, trouver du travail, créer de la richesse, participer à cette économie-là et en exclure finalement les premiers concernés qui sont les Africains. Donc pour moi, il y a une ségrégation du marché du travail à l'échelle internationale qui rejoint la problématique de la division internationale du travail qui voit l'Afrique uniquement comme pourvoyeuse de matières premières, de travailleurs exploités, etc. Et donc il faut changer ce système-là qui correspond en fait au deuxième sous-sol du capitalisme. Donc aujourd'hui, il faut rentrer dans ces profondeurs-là, il faut les démanteler et faire en sorte que la question de l'emploi, la question de l'histoire du travail, du salariat et de la justice sociale soit revue de fond en comble. Maintenant, cette jeunesse, elle part parce qu'elle est débordante d'ambition. La migration fait partie des stratégies de construction et d'ascension sociale. On peut partir pour donner effectivement un meilleur avenir à ses enfants. Et on va demander à ces enfants dans les pays occidentaux d'aller dans des professions justement libérales, médecins, avocats, etc. Parce que ce sont des professions qui sont censées vous éviter une forme de racisme que l'on retrouve dans des professions où vous êtes dépendant du système. Donc, la question également de quel type d'emploi nous voulons créer pour le XXIe siècle, de quel type d'emploi l'Afrique a besoin pour ce XXIe siècle doit se poser. Sur une Afrique qui est quand même encore aujourd'hui majoritairement rurale et agricole, qui est de plus en plus urbanisée mais de manière totalement disproportionnée. Donc il y a un grand chantier, des grands chantiers qui sont là. Donc il faut s'y atteler et ça passe effectivement par la mobilisation de la jeunesse. En parlant de décloisonnement, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire en particulier forme beaucoup de médecins non ivoiriens pour la France parce que finalement elle investit des sommes considérables dans la formation de spécialistes qui viennent du Cameroun, d'Afrique de l'Ouest, enfin beaucoup d'Afrique centrale. Et puisqu'elle ne les intègre pas, ses propres produits, elle refuse de les intégrer pour les raisons nationalistes, en fait, elle les laisse partir et elle ne négocie même pas et elle n'y gagne rien parce qu'on peut imaginer un système où, quelque part, il y a une sorte de pénalité pour les pays qui pillent d'autres. Mais en fait, pour cela, il faudrait déjà contrôler les flux et même les médecins étrangers dans un pays africains étrangers, on peut s'en servir comme outil diplomatique, mais il y a un manque de vision parce que quelque part, Salomé, on n'a pas l'impression que l'humain soit une ressource clé qui peut intervenir sur la scène internationale, alors qu'on l'a vu, je le répète, pendant le Covid, que c'était le cas. Et avec le vieillissement terrible de l'Europe, il y a peut-être une carte à jouer, mais pour cela, il faut être prêt. Parce qu'aujourd'hui, ce que le Kenya fait, il fait partie de ces jeunes peut-être pour baisser la pression politique sur lui, mais en fait, en réalité, il ne forme pas assez pour lui et pour l'étranger. Tout à fait, mais comme ça a été dit... Sachant qu'ils forment beaucoup mieux, ils forment beaucoup plus que les pays francophones, le Kenya et le Zimbabwe forment beaucoup plus que la Côte d'Ivoire ou comme ça a été dit, encore faut-il qu'il y ait une stratégie politique de la part des États. Donc tout part de la volonté et de la stratégie politique. Tout à l'heure, tu évoquais, pendant la crise du Covid, le fait que Cuba se soit révélé comme une puissance sanitaire. C'est effectivement encore illustré il y a une semaine. Il y a eu des articles sur le CHU de Brest qui a fait une grande communication sur le fait que le CHU, dans son organisation, parce que comme tous les CHU en France, il y a des problématiques avec l'accueil des urgences. Enfin bon, il y a vraiment une pénurie à tous les niveaux, de l'infirmier au médecin, au chirurgien, a fait une publicité sur son partenariat avec Cuba et les médecins cubains qui, en quelque sorte, sont venus sauver le CHU de Brest. Donc là, on voit vraiment une convergence assez improbable entre Brest et Cuba. Mais aussi parce que Cuba, en tant que tel, en fait la promotion. C'est là où je voulais en venir. C'est que Cuba, qui a toutes les difficultés, puisque est banni de tout, subit les pires sanctions économiques depuis plusieurs décennies, a compris que là, elle avait un atout
majeur sur son système de production de soignants qu'elle exporte et qu'elle valorise et sur lequel elle communique. Donc c'est aussi, ça dépend de la stratégie même des États. Donc en effet, je pense que sur là où c'est aujourd'hui un problème qu'on voit arriver, le fait que le continent soit dépouillé de ses élites. En même temps, travailleurs, parce que ces travailleurs, des chauffeurs de bus, des nounous, exactement, à tous les niveaux, tous les secteurs productifs de la société, pas forcément que les métiers d'encadrement ou de production intellectuelle, mais là où on peut espérer y voir une chance, d'abord il faut continuer à mettre en lumière ce sujet, mais aussi les Africains qui sont là et qui travaillent là découvrent un certain nombre de choses. Le Code du travail. C'est pas inintéressant, le Code du travail, hein, comme donc organisation. L'immigration est un facteur révolutionnaire. Voilà, le Code du travail, bah oui, parce que le côté travail informel, c'est pas tout à fait le mode ni en Europe ni au Canada. Donc si on vient ici dans une perspective d'émancipation, c'est bien parce qu'il y a mis en place un certain nombre d'outils protecteurs du travail et de combat, etc. Donc ça, pour moi, c'est une source potentielle, encore faut-il en avoir conscience et l'utiliser, effectivement de révolution et de progrès dans les pays d'origine. Il faut dire aussi que cette main-d'œuvre qui, j'ai envie de dire, qui s'expatrie, pour donner une autre dimension au terme, essaye aussi de rentrer sur le continent. Elle tente de rentrer, d'investir, d'aller aussi capitaliser, comme le disait Hamzat, il y a des personnes qui partent de l'étranger pour capitaliser sur les richesses africaines et lèsent en quelque sorte les Africains eux-mêmes. Il y a des Africains qui partent de l'étranger pour essayer de construire quelque chose, mais font face à des obstacles colossaux parce que les systèmes, encore une fois, politiques et structurellement corrompus et structurellement comment dire, gangréné par tous les vices possibles, empêche totalement de venir investir de manière saine et sereine en Afrique. Donc, c'est le cas dans beaucoup de pays. Et donc, en fait, il faut penser à la fois comment garder cette matière grise sur le continent, mais aussi intégrer ceux qui sont déjà partis. Et malheureusement, on est encore très loin. Alors, on voit qu'au Sénégal, par exemple, le transfert même de technologie de la diaspora sénégalaise, notamment celle qui se trouve aux États-Unis, il est quand même important. Il y a certains pays où ça fonctionne quand même. Et puis, on voit aussi que l'argent de la diaspora est supérieur à l'aide au développement et que selon les pays, cet argent travaille plus à l'émancipation globale que selon d'autres. Dans certains pays, c'est juste pour l'argent des familles. Dans d'autres pays, il y a des projets de développement rural, il y a des entreprises qui se créent via la diaspora. Et je pense en particulier au Sénégal.